D'être à Bibliothèque Médicis. Jacques Attali, vous vous interrogez sur demain, qui gouvernera le monde? Le livre est publié chez Fayard. Quand demain? Demain, ça commence aujourd'hui, parce que tout ce qui conditionne notre avenir est évidemment déterminé à chaque seconde de notre vie. Et j'ai essayé en effet de dire qui gouvernera le monde dans les 30 prochaines années. Et alors, vous savez qui? Oui, on voit très bien apparaître les acteurs. Et pour le faire, j'ai voulu, comme je fais souvent dans mes livres, raconter l'histoire. Parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre qui gouvernera le monde dans les 30 prochaines années sans comprendre qui ont été et pourquoi les maîtres du monde depuis 2000 ans. Alors, il y a eu, vous le dites, la foi, la force, le marché. Voilà. Et demain, ce sera qui? Et demain, ce sera encore pendant longtemps le marché et peut-être d'autres forces qui mettront en marche. Parce que ce qui est inévitable, ce qui est un fait, c'est que nous devenons tous des voisins très proches, que les nations ont de moins en moins de poids sur leur destin et qu'il va falloir penser à une organisation mondiale. Je pense que tout cela se terminera au mieux par un gouvernement mondial. Ça mettra très longtemps avant de surgir, évidemment démocratique, évidemment qui maîtrisera les forces financières qui pourraient le maîtriser, mais qu'il faut comprendre que tout au long de notre histoire, nous avons été vers ce mouvement-là, que ce mouvement s'est inscrit, et que si nous n'allons pas vers au moins une réglementation mondiale, chaque jour nous apprend que les catastrophes se produisent. Il y a eu une catastrophe financière parce qu'il n'y avait pas de réglementation mondiale. Il y a une catastrophe au Japon parce qu'il n'y a pas de réglementation mondiale sur le nucléaire. Il y a des catastrophes sur l'alimentaire parce qu'il n'y a pas de gestion mondiale des stocks alimentaires. Chaque jour nous apprend que toutes les catastrophes viennent de l'absence de règles mondiales. Et de livre en livre, c'est vrai, vous poursuivez ce rêve d'un gouvernement démocratique mondial. Ce n'est pas un rêve. Mais est-ce que les hommes ne sont pas en train de s'en éloigner? Oui. Absolument. Et c'est exactement ce qui s'était passé à la fin du 19e siècle ou aussi à la fin du 18e. C'est en ça que l'histoire est très intéressante. À chaque fois, on a des gens qui rêvent à une unité planétaire qui devient nécessaire. Puis, il faut attendre la guerre pour que ça ait lieu. 1780, on rêve d'un gouvernement de l'Europe. Il faut attendre 1815 pour faire le concert des nations. 1907, 1908, on commence à rêver d'une société des nations. D'ailleurs, on l'appelle comme ça dès 1890. On ne la fait pas. Il y a une grande crispation, une fermeture du monde. Et on a la Première Guerre mondiale, puis la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on est exactement dans la même situation qu'en 1907. Vous prophétisez des guerres? Oui. D'abord, premièrement, il faut assumer le fait que nous ne serons plus une très grande puissance si l'Europe ne l'est pas. Et que donc la construction européenne est la clé du destin de chaque village français. Donc la première chose, c'est assumer cette dimension, ce projet européen, cette construction de la politique européenne. Deuxièmement, à l'échelle de la nation française, il faut assumer une chose qui est très difficile à dire et à admettre sans un scandale, c'est que la France, comme toute nation aujourd'hui, c'est un hôtel. Hein? Un hôtel. Un hôtel qui doit bien traiter ses employés, mais qui doit aussi être accueillant pour tous ses clients. Parce que sinon, les clients s'en iront. Les clients, c'est qui? C'est les investissements, c'est les talents, c'est les idées. Toutes les nations sont des hôtels aujourd'hui. Parce que le monde est dans un mouvement extraordinaire. Aujourd'hui, 200 millions de personnes... Il faut avoir les moyens d'être client. Parce qu'il y a les immigrés qui ont envie d'avoir une place, ils n'ont peut-être pas les moyens d'être des clients. Le problème n'est pas d'avoir des moyens d'être client. Le problème est d'être un hôtel attirant pour les gens de talent et les gens de qualité. Et aujourd'hui, il y a une immense concurrence mondiale des talents. Si on continue à dire dans notre pays des phrases aussi absurdes que les Français ne se sentent plus chez eux, la France est morte. Parce que la France ne peut pas être simplement réduite à ceux qui sont français. Elle doit attirer les talents. Si les États-Unis avaient dit il y a 50 ans, les Américains ne se sentent plus chez eux, l'Amérique serait morte. Parce qu'il n'y aurait eu ni Google, ni Apple, ni rien de ce qui a fait la puissance américaine. Nous ne sommes une nation puissante que nous sommes capables d'attirer les talents et non pas de nous fermer aux talents. Et donc la force, à la générosité. C'est pas du tout de la générosité, c'est de l'intérêt bien compris. L'intérêt bien compris. Dans mon livre, j'ai essayé de raconter l'histoire de la façon dont on pensait le monde depuis Alexandre le Grand, qui se présentait le maître du monde. Et à la fin du 19e siècle, on se trouve dans une période globalement très intéressante, non pas seulement en elle-même, mais parce qu'elle ressemble beaucoup à la période d'aujourd'hui. C'est une période où il y a
comme vous venez de le dire, une extraordinaire prise de conscience du monde. Il y a le best-seller planétaire qui est Le Tour du monde en 80 jours, bien avant 1872. Il y a l'installation d'un méridien unique, je rappelle qu'une banalité aujourd'hui, mais il y a l'idée de l'espéranto, tout le monde croit qu'on va avoir une langue universelle. Il y a le fait que commencent à apparaître des premières institutions internationales. La première, c'est l'institution de la Poste, l'institution du télégraphe, les premières institutions mondiales, première organisation internationale. Il y a l'idée que le monde va être... Il y a Victor Hugo qui parle déjà d'un gouvernement mondial, beaucoup d'autres le font à cette époque. Il y a l'idée qu'on est parti vers un moment heureux. Il y a l'idée de la monnaie européenne qui apparaît en 1860 avec ce que les Anglais appelaient d'un air méprisant l'Union latine. C'est une façon de parler déjà d'une nation méditerranéenne, mais il y a déjà l'idée d'une Union européenne. Il y a l'idée aussi d'un gouvernement mondial par Léon Bourgeois des Français qui parle de la Société des Nations. Tout ça est en place. Mais il faut bien voir que très peu de temps après, moins de 20 ans après ce que dit M. Corbin, moins de 20 ans après, nous entrons dans une période épouvantable qui va durer 60 ans. Puisque nous entrons dans la crise mondiale de 1907, 1893 ça commence en fait, la crise mondiale, 1893, début du protectionnisme, crise financière, terrorisme, on appelle ça du nihilisme, peur de la mondialisation, protectionnisme, 1907, Première Guerre mondiale, fascisme, communisme, nazisme, Seconde Guerre mondiale. Et donc il ne faut pas exclure que nous sommes aujourd'hui, alors qu'à cette époque tout était en place pour avoir la curiosité, le désir du monde, les instruments pour apprendre. Tout était en place pour apprendre et pour voir le monde. On nous a toujours dit que l'histoire ne se répète pas, sauf comme une farce. Non, elle se répète. Elle peut se répéter en pire. Et là, nous sommes exactement au même croisement. Nous avons une nouvelle... Dans l'histoire, j'en ai repéré une bonne dizaine d'épisodes de ce même genre. C'est pas seulement en 1900, il y en a eu bien d'autres avant, où nous sommes en phase avec l'idée de enfin accepter l'autre, enfin s'ouvrir, enfin profiter de l'immense potentialité. Et ces gens-là l'espéraient. Et ces gens-là, ils vont tous mourir, eux ou leurs enfants, pendant la guerre de 14. Je suis sûr que les noms de ces gens-là, ou de leurs enfants, ils sont tous sur le monument aux morts du village aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense que ce dont ce pays manque, c'est évidemment d'une augmentation significative des impôts, parce qu'on ne pourra pas s'en tirer sans augmenter les impôts. Il faut dire la vérité. Mais en même temps, ce n'est pas possible d'augmenter les impôts dans l'état d'incroyable injustice dans lequel se trouve le système fiscal actuel. Donc, je pense que le Sénat et M. Arthuis ont un rôle à jouer dans la réflexion qui va être d'une urgence extrême aujourd'hui pour la réforme fiscale. Mais notamment la compétitivité. L'autre, vous avez conseillé des candidats ou des partis politiques qui préparent les élections présidentielles, parce qu'en leur disant il faut augmenter les impôts, même s'il faut une fiscalité juste, vous allez effrayer l'électeur. Mais effrayer, n'est-ce pas? Je vous rappelle ce que je dis depuis tout à l'heure, ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes dans un moment de mondialisation extrêmement dangereux, où les petits germes de fascisme, de totalitarisme, de dictature sont là. Dans toute l'Europe. Sont là. Tous les gouvernements d'Europe sont malades. La France a un gouvernement qui n'est ultra minoritaire. L'Italie a un président du Conseil qui est en justice. L'Espagne a un Premier ministre qui a dit qu'il ne se représenterait pas. Le Portugal n'a pas de gouvernement. L'Angleterre, des millions de gens dans la rue. La Belgique n'existe pratiquement plus. L'Allemagne a un gouvernement qui est à volo parce qu'ils sont démagogiques jusqu'au bout et que malgré leur démagogie... Et donc ça comporte quel danger? Quel danger? Ça comporte un danger évident d'appel à l'homme fort. Bien sûr. Il y aura un appel à l'homme fort, l'homme ou la femme forte. N'oubliez pas que quand l'instituteur de M. Corbin parle, personne ne pense que 20 ans plus tard, l'Europe sera couverte de dictature. De Mussolini, Hitler, Staline... Voilà, ils sont tous là en germe. Eh bien, aujourd'hui, ils le sont aussi. Si on n'est pas capable de penser les fantastiques chances de la globalisation, de l'ouverture, de la générosité, de l'altruisme, de l'intérêt à l'autre, de l'intérêt rationnel à l'autre, nous courons au retour des dictatures.